Alors, je vais essayer d'être succinct parce que j'ai 3 minutes pour vous expliquer plein de choses. Donc on va aller à l'essentiel. Je vais d'abord tenter de définir ce qu'est la médiation professionnelle. Dans tous ces domaines, dans tous les domaines où les professionnels interviennent, ils font. À savoir que aussi la médiation professionnelle que j'ai initiée depuis 1999 est une application des savoir-faire de l'ingénierie relationnelle. En aucune manière, il s'agit d'essayer de la définir, puisqu'elle se définit en tant que processus structuré d'intervention dans les situations de détérioration relationnelle ou la conduite de projet. En médiation professionnelle, on ne tente pas, on n'essaie pas non plus. On intervient, on implique, on conduit, on anime, on structure, on facilite, on recentre, on recadre, on fait réfléchir, on aide à décider, on entretient la motivation des parties, on aide à résoudre, donc on impulse. Techniquement, la médiation, c'est l'intervention d'un tiers compétent, neutre, impartial et indépendant dans un conflit qui oppose deux ou plusieurs parties. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Et en médiation professionnelle, c'est sûr que le médiateur doit être neutre, impartial et indépendant, mais certainement pas relativement au conflit. C'est relativement à tout son environnement et relativement aux parties et la solution qu'elles vont adopter. Dans le but de leur permettre de trouver une solution à leur litige. Donc la médiation professionnelle, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est vraiment une philosophie à l'intérieur d'un système, le système judiciaire, et d'impératifs juridiques. Il ne s'agit pas d'une approche philosophique en médiation professionnelle. C'est une méthodologie qui s'inscrit dans une démarche éthique qui permet aux personnes de s'impliquer dans un processus de rétablissement de la qualité relationnelle pour les sortir d'une relation qui s'est détériorée. Ça leur permet de travailler ensemble sur une entente, en dehors de tout cadre d'autorité, donc en dehors de toute juridicisation et de toute judiciarisation. Alors, pour définir les fondamentaux que je viens de vous décrire, on va commencer par l'indépendance. Il est nécessaire que le médiateur professionnel, il est bien sûr professionnel parce qu'il a réussi à une certification qui lui donne donc plusieurs techniques de communication. Et je vous l'expliquerai un peu plus tard en ce qui concerne le processus structuré de médiation. Mais le médiateur est nécessairement indépendant. Ce qui signifie qu'il ne peut pas être rattaché à une des parties, hiérarchiquement ou juridiquement. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un kakémono qui bouge. Donc, un médiateur, j'entends souvent parler de médiateur des assurances, par exemple, ou un médiateur bancaire. C'est un tiers, enfin un tiers, pas vraiment, mais c'est un employé d'un groupement d'assureurs ou de banquiers, et qui, dans les conflits qui opposent les clients à la banque, qui va intervenir. Ce n'est pas réellement un médiateur pour les raisons que je viens de vous expliquer, parce qu'il n'est pas indépendant par rapport aux banques, c'est un employé des banques. Donc ça, c'est le premier élément fondamental de la médiation, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est certainement pas l'impartialité. Définir l'indépendance comme un synonyme d'impartialité, c'est une erreur de compréhension de ce qu'est même la médiation, de ce qu'est la posture du médiateur. Le médiateur, lui, intervient indépendamment de toute forme d'autorité, que ce soit une autorité politique, financière, une autorité hiérarchique. Donc la hiérarchie ne se voit pas aussi par rapport à une autorité de salarié, parce qu'un salarié peut très bien être indépendant. Il suffit de voir par exemple les syndicalistes qui sont salariés d'une entreprise, ça ne les empêche pas d'intervenir au regard de leur mandat. Donc il peut très bien y avoir de la part de l'entreprise et de la part de la direction de l'entreprise une volonté d'intégrer quelqu'un qui va agir avec un mandat d'indépendant pour faciliter la qualité relationnelle au sein de ses équipes. Les médiateurs des banques et les médiateurs des assurances ne sont pas dans des situations de dépendance par rapport à l'autorité. C'est complètement confusionnel. D'abord, ce ne sont pas des salariés des banques.
Et en plus, ils ont vraiment une indépendance d'action, une indépendance par rapport à leur manière de procéder. Cela dit, ils ne font pas de la médiation professionnelle, puisqu'en réalité, ils procèdent par analyse du dossier, par instruction de la demande, donc ils sont plutôt dans une posture de conciliateur. Cela dit, le conciliateur est un médiateur au sens global et générique du terme. Le deuxième pilier fondamental de la médiation et de la médiation professionnelle, c'est la neutralité. C'est-à-dire que l'huissier de justice, lui, contrairement au conciliateur, ne propose pas de solution aux parties en conflit. Il les accompagne dans un sens comme dans l'autre, dans l'expression de leur charge émotionnelle, j'y reviendrai tout à l'heure, mais jamais le médiateur ne propose de solution. Il ne se substitue pas au juge, il ne se substitue pas aux avocats, il est dans son rôle de médiateur et son objectif, c'est de structurer la discussion entre les parties en conflit pour qu'elles expriment leur mécontentement ou leur vision différente de la situation, jusqu'à ce qu'elles arrivent à se proposer des choses. Donc la neutralité, c'est très important et ça distingue donc le médiateur professionnel, je l'ai dit tout à l'heure, du conciliateur, mais aussi de l'arbitre. Parce que s'il ne propose pas de solution, il ne les impose pas non plus. Et ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Claire, sur le cadre de l'arbitrage. La médiation professionnelle permet d'anticiper les 3 issues possibles de la résolution d'un différend. C'est la reprise de la relation telle qu'elle était avant, c'est l'aménagement de la relation avec plusieurs possibilités sur lesquelles je pourrais revenir sur d'autres vidéos, et également sur la rupture, éventuellement, en toute entente, la rupture de la relation. L'impartialité, également, un autre pilier. L'huissier de justice que je suis, vous le dit, on ne prend pas, le médiateur ne doit pas prendre parti pour l'une ou l'autre des personnes qui se présentent à lui pour une médiation. Et là, ça diffère forcément de mon métier aussi d'huissier de justice, parce que sous ma casquette d'huissier de justice, je suis obligé de prêter mon concours et d'exécuter des décisions de justice. Donc, je suis le bras armé de la justice. Et donc, c'est pour ça que médiateur et huissier de justice, ça demande à un moment de choisir, quand on est dans une affaire, de choisir soit on est huissier de justice, soit on est médiateur. Mais on ne peut pas faire les deux, pour les raisons que je viens de vous indiquer, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Il constate que en tant qu'huissier de justice, c'est le bras armé d'une autorité. Effectivement, c'est incompatible avec la médiation professionnelle. C'est très difficile de passer du bras armé à quelqu'un qui va reconnaître la légitimité des points de vue des personnes, qui va les accompagner sur la qualité relationnelle et surtout qui va les accompagner sur une libre décision. Là, c'est quand même assez paradoxal. Une fois qu'on a cerné ces piliers, là, c'est fondamentaux. Il faut comprendre que la première mission du médiateur, c'est de libérer les parties de leur charge émotionnelle. Les parties qui sont en conflit, forcément, elles ne le sont pas depuis avant-hier. La toute première mission d'un médiateur professionnel, c'est d'instaurer un climat de confiance. Alors, un climat de confiance par rapport à lui, mais aussi d'instaurer les conditions nécessaires à la confiance que les parties doivent pouvoir avoir en elles et vis-à-vis des autres pour conduire cette inimaginable discussion que permet la médiation professionnelle. C'est des fois beaucoup plus profond que ça. Et ma pratique de la médiation, notamment de la médiation en matière successorale, les problèmes d'indivision, m'a montré que c'est parfois des traumatismes de la petite enfance. Un frère qui a eu un cadeau d'un parent que l'autre n'a pas eu, et vous retrouvez ce problème-là, le vélo de l'époque, vous le retrouvez au moment du décès des parents et du partage.
Et il faut réussir à débusquer ce petit incident qui fait que ça bloque, en fait. Donc c'est très important, cette libération de la charge émotionnelle. Et le principe que l'on se fixe, nous tous médiateurs, que ce soit les médiateurs de médiation Caraïbes, Guyane, ou de la Chambre de médiation et d'arbitrage de Martinique, c'est de réussir dans un premier temps à mettre d'accord les parties sur leur désaccord. Ce point-là, d'être d'accord sur le désaccord, c'est un point qui est courant dans une approche assez fantasmagorique, qui est de pouvoir faire l'archéologie de l'histoire des personnes. C'est une approche, en l'occurrence, assez dans la tradition psychanalytique, et donc dans une tradition psychothérapeutique. En fait, ce sont des digressions. Et ces digressions-là, elles sont évocatrices pour les personnes par rapport à leur situation. Elles sont intégrées dans la médiation, mais elles sont en réalité de type anecdotique. Ce sont des évocations. Ce ne sont pas des empêchements. Donc, l'idée de dire on est d'accord sur le désaccord, c'est même un phénomène de blocage. Parce que, à force de creuser dans ce sens-là, il y a de quoi s'y perdre. Et les personnes aussi peuvent être d'accord sur un désaccord qui est, par exemple, on n'est pas d'accord sur la livraison d'un produit, sur le problème technique, sur les tâches à répartir. Mais en réalité, c'est pas ça qui fait le conflit. Ce qui fait le conflit, c'est la manière dont les gens communiquent entre eux. Ça a l'air compliqué comme ça, et je vous jure que c'est compliqué en vrai. Voilà. Il faut réussir à... Quand on est médiateur, on est un peu obstétricien, vous voyez? Il faut que ça accouche. Et parfois, c'est difficile. C'est très difficile. Ce nouveau point là, sur l'obstétricien, ça pourrait être quelque chose d'assez drôle, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que les gens n'accouchent pas d'une solution. Ils conçoivent, ils élaborent une solution. Et même le médiateur peut directement participer, impulser cette réflexion et conduire cette réflexion qui va les amener à concevoir et à élaborer cette solution. C'est pas de la maïotique au sens même de la philosophie grecque avec Socrate où on faisait le parallèle de on va faire accoucher les gens. Alors, on va faire accoucher les gens du meilleur d'eux-mêmes. C'est pas vrai. Les gens ne sont pas bons en eux, ils sont d'abord ignorants en eux. Mais voilà, c'est un sacerdoce et certains d'entre nous, et pour la plupart d'ailleurs, nous sommes assez doués. Si faire de la médiation professionnelle c'est un sacerdoce, alors il faut y croire. Hein. Et en fait, y croire, c'est ne pas avoir acquis des processus structurés, des techniques d'ingénierie, parce que on n'a pas de repères suffisants pour pouvoir réaliser sa mission. Ou alors c'est un sacerdoce que de faire maçon, c'est un sacerdoce que de faire mécanicien, c'est un sacerdoce que de faire chirurgien. Si c'est ça, alors oui. Mais en réalité, je ne pense pas qu'un chirurgien dirait que c'est un sacerdoce de faire son métier. Donc pour le métier de médiateur professionnel, c'est pareil. On a surtout les bonnes techniques. On a été bien formés par des instituts différents, mais ça ne nous empêche pas d'ailleurs de tous nous entendre. Mais on est bien formés et en technique de communication, on arrive à faire en sorte que des gens qui sont en désaccord soient au moins d'accord sur leur désaccord. Et quand on réussit ça, on a réussi la première partie. C'est le premier étage de la société. Pour la formation des médiateurs, c'est sûr que pour que les médiateurs professionnels soient complètement opérationnels, il faut qu'ils aient suivi une formation et surtout qu'ils entretiennent leur niveau de compétence avec la même méthodologie, parce que c'est la dispersion. C'est-à-dire que se dire à un moment donné j'ai acquis les compétences suffisantes et j'ai été bien formé, non. J'ai été bien formé et j'entretiens mes compétences et je vais m'assurer que je suis toujours en capacité de tenir le processus structuré, avoir les dernières technologies relationnelles pour conduire la médiation professionnelle. Ensuite, il faut réussir à faire en sorte que les parties fassent preuve d'empathie, l'une envers l'autre. Alors ça, c'est la deuxième étape de l'accouchement. Vous en accouchez un premier, vous vous rendez compte qu'il y a un deuxième bébé qui sort. C'est plus compliqué et
Et ça ne se fait pas facilement, mais ça reste quand même formidable de réussir à faire en sorte que des gens qui ne se parlaient plus depuis plusieurs années arrivent à comprendre pourquoi ils ne se parlent plus. Elles ne repartent pas meilleurs amis du monde, mais au moins les choses sont plus ou moins réglées quand on s'en va. Comme deuxième étape de l'accouchement, l'empathie fait en réalité partie du référentiel des psychothérapeutes, principalement, de la technique du médiateur professionnel, et principalement c'est l'haltérocentrage, c'est savoir se centrer sur quelqu'un d'autre. L'empathie, c'est quelque chose qui fait partie d'un langage d'implication du locuteur vers l'interlocuteur. Bon. Alors, les enjeux pour la médiation, il y en a. Le premier enjeu, c'est d'arriver à faire de la place au médiateur dans le processus judiciaire. Et vous savez que les choses sont plus ou moins bien faites dans le système français. Il y a un juge, il y a des avocats, il y a des parties, et maintenant il y a des médiateurs. Alors, la pratique de la médiation professionnelle, c'est bien ça, c'est de sortir du rapport de force et du rapport d'autorité. C'est surtout ça. C'est le rapport de force existe dans les différents entre les personnes, mais c'est sortir du rapport d'autorité. C'est-à-dire, c'est sortir du modèle d'asservissement à une décision qui est celle d'un tiers et qui s'imposerait aux parties, ce qui est le cas du système judiciaire, et aussi du système de servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on est dans une époque qui est celle de rechercher plus de liberté. Et cette recherche de plus de liberté, eh bien, la médiation professionnelle en fait partie. Et elle est uniquement pratiquée par les membres de la CPMN qui respectent le code d'éthique et de déontologie qui s'appelle le Codéum. C'est pas facile tous les jours parce qu'aux Antilles, on a la culture de l'affrontement. On aime bien aller devant un juge, régler nos problèmes. On rentre dans le bureau de nos avocats en leur disant « je veux gagner ». Vous voulez gagner quoi? Je sais pas, je m'en fous, je veux gagner. Et ça devient compliqué, parce qu'on est dans l'affrontement, et peu importe ce qu'on obtiendra, on veut juste que le juge nous reconnaisse dans notre qualité, soit de victime, ou en tout cas de personnes ayant subi un préjudice. Il n'y a pas de culture de l'affrontement aux Antilles plus qu'ailleurs. Il n'y a aucune spécificité, c'est peut-être décevant ce que je dis là pour les Antillais, qui en sont convaincus, mais ceux qui n'en sont pas du tout convaincus vont s'y reconnaître, parce que la culture de l'affrontement, ils ne l'ont pas, ils souhaiteraient tellement trouver des ententes et que ce soit sympa, que ce soit plus agréable à vivre, et que de promouvoir l'entente plutôt que l'adversité, de promouvoir l'altérité plutôt que la gestion des conflits, c'est-à-dire les entretenir. Ils chercheraient plutôt à promouvoir l'altérité, que aux Antilles, c'est partout pareil. Aujourd'hui, bien, on s'oriente vers une autre civilisation. C'est la recherche d'être mieux ensemble et de mieux vivre ensemble. Et c'est ce qu'on peut voir maintenant dans la représentation de ceux qui gèrent du conflit, comme les huissiers, comme certains avocats qui sont particulièrement dans l'adversité, dans le culte de l'adversité. Oui, chez eux, oui, ils se disent que c'est propre aux Antilles et c'est propre à leur business en fait. Donc toute la magie de la médiation, c'est justement de libérer ces charges émotionnelles, de faire en sorte que les parties se parlent et qu'elles retrouvent leur capacité d'analyse et de proposition. Et c'est ce qui fait que la médiation est un processus humain formidable. Je vous remercie de m'avoir écouté. L'intervenant a été quand même beaucoup plus rapide à définir son métier que celui de la médiation professionnelle. C'est-à-dire que pouvoir dire de son métier d'huissier « je suis un bras armé » et ne pas pouvoir avoir une métaphore pour ce qui est de la médiation professionnelle. Je m'aurais dit, par exemple, je suis un jardinier, je propose en tant que médiateur professionnel le fait d'apprendre aux gens à faire leur jardin, c'est-à-dire leur jardin relationnel, etc. Bon, moi je veux bien une métaphore, bien. En l'occurrence, moi je me satisferais d'une définition qui est la médiation est une instrumentation qui permet à des personnes de pouvoir résoudre des différends et puis d'accompagner les projets relationnels. C'est pas facile de définir la médiation professionnelle quand on ne sait pas. C'est vrai que ça ne s'improvise pas. Et c'est vrai que pour exercer la médiation professionnelle, ça nécessite d'entretenir ses compétences. Donc c'est tout ce travail qu'il faut faire. Et je le remercie
d'avoir fait cette intervention qui a été enregistrée, parce que ça me permet aussi de recadrer un certain nombre de points. Et donc, merci beaucoup.